Je vais passer la parole maintenant à Olivier Roche qui va nous parler d'un de ses domaines de prédilection, la révision fémorale. Dans le cas de révision pour décèlement, est-elle encore un challenge en 2014 ? Séance également commentée par Patrice Mertel. François, je te remercie pour ton invitation. C'est pas un de mes domaines de prédilection, c'est probablement le seul. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui ? Aujourd'hui, les prothèses de hanche représentent environ 140 000 implants par an en France. Et la charge révisionnelle est estimée à 15%, ce qui nous amène à un taux de dépose-repose de prothèses aux alentours de 20 000 interventions par an. La durée de vie de moyenne des prothèses dont on informe les patients est d'environ 15 ans. On a un premier pic de reprise qui est observé dans les études de survie à 8 ans qui concerne essentiellement l'implant acétabulaire, et puis un deuxième pic de reprise à 15 ans qui concerne l'acétabulum et le fémur. Et la première cause de reprise, c'est le décèlement, c'est-à-dire la perte d'ancrage de la prothèse au niveau de l'os. Alors le décèlement, on a longtemps cru que c'était un problème du ciment. Eh bien, on sait depuis que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des prothèses cimentées qui donnent d'excellents résultats. Et dans le registre suédois récent, vous voyez que la survie des implants cimentés est même largement supérieure à celle des implants sans ciment. Donc les implants cimentés restent encore la référence à l'heure actuelle. On sait aujourd'hui que c'est plutôt ces problèmes de décèlement, un problème de forme et de finition de la prothèse, avec des formes et des finitions optimales, que ce soit pour les prothèses cimentées ou les prothèses sans ciment. Et puis c'est un problème de couple. Alors historiquement, le couple, c'était dans la chirurgie moderne, entre guillemets, une bille en métal qui venait s'articuler avec du polyéthylène, et ce polyéthylène il s'use, il libère des particules, ce qui entraîne une ostéolyse. On peut espérer améliorer les choses avec les nouveaux polyéthylènes, et puis avec les couples de frottement dur-dur, le métal-métal, on vient d'en parler, ça pose des problèmes. Et la céramique, ça pose des problèmes aussi, notamment en termes d'ancrage, car ce sont des implants beaucoup plus rigides. Alors les objectifs des reprises, c'est bien entendu de restaurer une hanche indolore stable. La question, c'est toujours à moyen ou long terme, parce que bien entendu, on a des patients à activités différentes. Et moi, je m'adresse plutôt aux patients de droite qu'à ceux de Julien Girard. Et puis, la deuxième question, c'est faut-il restaurer le stock osseux ? Ça va bien entendu dépendre de l'espérance de vie des patients. Les préalables, c'est un bon bilan radiographique, éventuellement complété par un scanner. Mais il nous faut des bilans radiographiques avec des radios qui incluent tout le fémur, car on s'aperçoit que l'on peut détecter des zones d'ostéolyse très basses et des problèmes de courbure qui vont compliquer la reprise chirurgicale. La première question qu'on va se poser, c'est quelle voie d'abord ? Alors, en ce qui concerne les voies d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Les voies d'abord se sont raccourcies. Elles sont de plus en plus courtes, et quand on reprend des prothèses, la question est faut-il reprendre cette voie d'abord ou en changer ? Alors le dogme, c'était de reprendre l'ancienne voie d'abord. Ce n'est plus tellement vrai, car il faut pouvoir s'étendre et il faut pouvoir d'emblée des difficultés d'extraction des implants en place. Ce qui veut dire que encore aujourd'hui, la voie d'abord préférentielle pour les grandes reprises chirurgicales, c'est une voie d'abord postéro-externe qu'on va pouvoir élargir à l'envie jusqu'au quart inférieur du fémur, éventuellement complétée par un volet fémoral. Alors cette problématique, il faut pouvoir la planifier. Pourquoi ? Parce qu'on a quelquefois des implants qu'il faut changer mais qui sont inextractibles. Et donc tant qu'on n'a pas ouvert le fémur, vous voyez cette prothèse, elle est complètement recouverte d'os. Il va falloir sculpter le fémur pour pouvoir la dégager. On a une problématique avec les prothèses cimentées qui ont un très long bouchon de ciment. Et si l'on veut retirer tout le ciment, eh bien il va falloir faire un abord en ouvrant le fémur. Enfin, il y a des prothèses qui posent d'emblée des problèmes d'extraction, c'est-à-dire que si on considère la prothèse de droite, on se rend bien compte que si on reste en voie d'abord endoméduaire, on va forcément casser le fémur et il vaut mieux l'ouvrir avant d'entraîner des dégâts supplémentaires. Alors les situations sont bien entendu multiples, j'ai essayé de vous les résumer. La première situation, c'est on a un stock osseux préservé et des conditions finalement de primo-implantation. C'est la situation bien entendu la plus favorable. On considère à l'heure actuelle qu'il faut dans ces cas-là, hors nécessité d'abord plus extensif pour extraire la prothèse initiale, qu'il est raisonnable d'utiliser des implants
standards, qu'ils soient cimentés ou sans ciment, éventuellement des implants standards de reprise de première intention, c'est-à-dire avec une longueur un petit peu plus importante, et ça ne pose guère de problème puisque les conditions d'ancrage sont encore là. Vous voyez un exemple d'un patient qui a une prothèse qui est parfaite mais qui est infectée, qu'il a fallu changer. On peut, compte tenu du stock osseux fémoral, rester à un implant standard. Un autre exemple d'une prothèse cimentée qu'on a remplacée par une prothèse cimentée sans aller toucher le bouchon de ciment pour ne pas augmenter le risque chirurgical. Et on est autorisé à cimenter une prothèse dans un ancien fourreau de ciment à condition qu'il soit de bonne qualité. Enfin, une prothèse un petit peu plus longue à droite, sans ciment, qui permet de régler ce genre de problème qui ne pose théoriquement pas de problème technique particulier. Alors, que nous dit la littérature? Beaucoup de choses, bien entendu, mais il semble y avoir un certain consensus, qui est le suivant. Il faut éviter l'escalade tant que cela est possible, c'est-à-dire éviter les implants longs, en sachant que les résultats de ces reprises par rapport à la prime implantation sont inférieurs en termes de résultats cliniques et de survie à moyen et long terme des implants. Il faut savoir en avertir le patient. Et puis on a des questions résiduelles auxquelles on ne sait pas répondre. Quand on change un pivot cimenté, faut-il faire le choix d'un implant cimenté ou sans ciment? Et quand on est en face d'un pivot non cimenté, faut-il choisir un implant cimenté ou sans ciment? On n'est pas capable de répondre à ces questions, en sachant que le choix est en général en péri-opératoire en fonction de l'aspect, on va dire, macroscopique du fémur et sa vascularisation résiduelle. La deuxième situation, c'est quand on a affaire à une destruction métaphysodiaphysaire haute, avec des possibilités encore d'ancrage presse-fit diaphysaire à la partie moyenne et basse de la diaphyse. On a des grandes options. La première, c'est la technique d'Exeter. La technique d'Exeter, son avantage, c'est que le concept est connu depuis longtemps et qu'il y a un implant qui est dévolu à cette technique. On peut en rediscuter. Le principe est de restaurer le stock osseux en effectuant une allogreffe morcelée qui est compactée progressivement dans le fût fémoral, qui doit rester continent. Et puis, dans ce nouveau lit d'allogreffe, on va cimenter une prothèse. Les résultats sont bons, ils sont rapportés par l'équipe d'Exeter et puis d'autres équipes avec des taux de survie qui sont extrêmement intéressants à plus de 15 ans. Voilà un exemple d'une prothèse avec cette technique et la radio à long terme. Cette technique, elle a été modifiée par l'équipe lilloise. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui est reproché à cette technique d'Exeter, c'est que la prothèse peut s'enfoncer, car le composite prothèse ciment allogreffe se tasse progressivement. L'équipe lilloise a rajouté un treillis pour contenir toute l'allogreffe et éviter que le ciment se disperse partout. Un bouchon en distal et une prothèse plus longue allant s'ancrer plus bas, ce qui a permis de réduire les taux de complications qui sont les fractures et puis les problèmes de descente progressive de l'implant. Alors le consensus, c'est que ça donne des bons résultats à long terme, cette technique. Il y a quand même un risque de fracture fémorale accrue en dessous de la prothèse, avec un risque d'enfoncement secondaire qui n'est pas négligeable selon certaines équipes. C'est techniquement exigeant. Pourquoi? Parce qu'il faut un fémur continent, ça c'est la première condition. Il faut un design de prothèse adéquat. Et puis, il y a nécessité d'un grand nombre de greffons, et ça, c'est une grande problématique. C'est-à-dire que pour reconstruire un fémur avec une grosse destruction osseuse proximale, il va falloir 6, 7, 8 têtes bancaires. Et donc, il faut avoir ces greffons à disposition. Et puis, c'est très chronophage, c'est-à-dire que ce sont des interventions qui prennent un temps extrêmement important. La deuxième option, ce sont les prothèses verrouillées. Concept développé par Vives dans les années 88. Le concept initial, c'était une prothèse provisoire, type clou, puis une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire une deuxième intervention pour changer la prothèse, et puis mettre en place un implant standard. En fait, cette solution qui s'est révélée extrêmement intéressante s'est révélée souvent définitive, c'est-à-dire que cette prothèse verrouillée a été laissée en place.
comme tous les implants de reconstruction, même si ça marche bien, la stabilité primaire, elle est uniquement distale au niveau du tromblon diaphysaire. Et donc, c'est une course entre cette stabilité primaire et puis l'ostéo-intégration proximale secondaire. Car si ça ne se fait pas, ces prothèses sont hyper sollicitées en distal et ça va finir par casser. Alors ça peut casser au niveau des trous de vis, mais ça peut également casser ailleurs. Et ça, c'est la grande problématique des tiges longues à ancrage distal. Alors depuis ces années, il y a beaucoup d'implants qui sont apparus sur le marché, qui ne répondent pas obligatoirement à des concepts très précis. On peut dire que tous les laboratoires ont à leur disposition une tige verrouillée sans qu'on connaisse exactement les résultats de tous les implants. Ce qui apparaît dans la littérature, c'est qu'on connaît quand même les facteurs de bons résultats de ce type d'implant. C'est l'étendue du revêtement ostéo-intégrable qui doit être au moins des 2/3 de la longueur de la prothèse. C'est plutôt des tiges courbes alors qu'au départ étaient développées des tiges droites. Et puis pour le verrouillage, plutôt des clavettes parce que l'utilisation de clavettes permet une résistance mécanique largement supérieure à l'utilisation des vis standards. Et puis c'est lié à la technique. Et la qualité, la technique, c'est essentiellement la reconstruction fémorale proximale autour de l'implant. C'est la qualité du remplissage métaphysaire qui nécessite un volet fémoral pour pouvoir reconstruire le fémur de façon optimale autour de la partie proximale de la prothèse. Et puis, en ce qui concerne le verrouillage, c'est la distance entre le verrouillage et le trait d'ostéotomie transversale de la fémorotomie qui doit être relativement long, sinon les clavettes sont hyper sollicitées et elles finissent par casser. La troisième option, quand on peut avoir un ancrage press-fit diaphysaire, c'est le concept développé par Wagner en 1987, qui était l'utilisation d'une tige longue en titane, conique, à ailette, et dont le principe était, par le biais d'une fémorotomie et de l'élasticité de la prothèse, de permettre et d'obtenir une reconstruction osseuse spontanée autour de l'implant. Alors cet implant a donné des bons résultats, si ce n'est que son manque de conicité entraînait une descente progressive de l'implant, parce que vous voyez, il y a un axe, un angle cervico-diaphysaire qui est très en valgus. Et donc, il y a beaucoup d'implants qui se sont développés à partir de ces principes. Tous ces implants ont une propriété, c'est qu'ils sont modulaires. Modulaires, ça veut dire qu'on a une partie diaphysaire qui va permettre de réaliser l'ancrage au niveau diaphysaire, et puis une partie métaphysaire de longueur ou d'orientation différentes, ce qui fait qu'on a, avec la même boîte, les mêmes implants, des possibilités péropératoires qui sont multiples. Par exemple, pour ce type d'implant particulier, les possibilités opératoires de réglage sont de 68. Il est bien évident que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir différencier l'ancrage et puis la restauration de la longueur du membre inférieur. L'inconvénient, c'est que comme toutes les prothèses modulaires, c'est un point de faiblesse et que ça risque de casser. Alors, est-ce que cette reconstruction osseuse spontanée est une réalité? Oui, c'est une réalité, mais pas tout le temps. Alors, vous voyez ici d'excellents résultats en termes de reconstruction chez des patients qui n'ont pas été greffés, c'est-à-dire que c'est juste une technique d'implantation de la prothèse avec ou sans volet fémoral, et puis on observe une reconstruction fémorale spontanée autour de cet implant qui garde une certaine élasticité car il est en titane. Ce qu'on sait, alors effectivement, c'est un petit peu mon cheval de bataille, donc je peux me permettre de vous rapporter une série personnelle. C'est que la survie à moyen terme, elle est excellente si on exclut les problèmes septiques, bien entendu. 94% à 10 ans à propos d'une série de 150 implants. Par contre, si l'on observe les résultats en termes d'ostéo-intégration et de régénération osseuse, surtout, c'est pas la panacée, hein, ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Dans ma série, je n'observe, entre guillemets, que 80% de bons résultats en termes de régénération osseuse et d'ostéo-intégration de cette prothèse. En fait, la régénération osseuse, elle dépend non seulement de la technique, mais également d'un grand nombre de critères qu'il est difficile de détailler. Mais ce qui est ressorti de cette étude, c'était que le stade de décèlement, l'ostéopénie, le nombre d'interventions préalables et la présence de prothèses cimentées étaient un facteur péjoratif en ce qui concerne la régénération osseuse spontanée. Et puis là aussi, les résultats, ils sont extrêmement dépendants de la technique. On peut considérer que pour obtenir un press-fit diaphysaire, il faut absolument
effectuer un abord par volet fémoral, car sinon on n'a pas de press-fit correct. La qualité de la reconstruction fémorale autour de la prothèse, comme les prothèses verrouillées, est absolument primordiale pour avoir une bonne ostéo-intégration proximale. Et puis les implants qui sont longs et massifs, je vous montrerai un exemple, sont à exclure. 1 minute, il va falloir que je fasse vite. La troisième situation, quand le press-fit est dépassé. Alors, quand le press-fit est dépassé, bien entendu, il n'y a plus de possibilité de press-fit, donc on va utiliser soit des implants verrouillés. Vous voyez un exemple où il n'y a plus de fémur, une corticale fémorale qui a disparu. On a utilisé une tige verrouillée. La deuxième option dans ces cas-là, c'est la technique de Cochin. La technique de Cochin, c'est l'utilisation d'une allogreffe massive. Elle est encastrée en double fourreau quand le fémur est continent, et quand le fémur est discontinu, eh bien le fémur est ouvert en deux. Le fémur est reconstruit par allogreffe et on reconstruit le fémur natal, ce qui permet de bons résultats. Vous voyez un exemple d'une patiente qui avait un fémur qui avait complètement disparu, très ostéoporotique. Voilà une vue péropératoire avec l'allogreffe qui est encastrée, solidarisée au fémur natif par des cerclages, et le résultat radiographique. À éviter les implants press-fit, puisqu'il n'y a plus de possibilité de press-fit. Dans ces cas-là, si on veut utiliser ce type d'implant, on est obligé d'utiliser des implants longs et massifs, et ça donne ça à 15 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fémur, un stress shielding qui est majeur, la prothèse tient, mais c'est absolument la catastrophe du point de vue osseux. Dernière situation, l'ostéoporose. L'ostéoporose qui rend difficile tout ancrage, et je crois qu'aujourd'hui, on est encore autorisé à utiliser des tiges cimentées, qu'elles soient courtes ou longues. Ça donne des résultats qui sont somme toute satisfaisants chez ces patients âgés et fragiles. C'est bien entendu une catastrophe en ce qui concerne la reconstruction osseuse qui ne se fait pas. Enfin, quand on a une destruction fémorale complète, il n'y a plus de possibilité de reconstruction. On peut utiliser aujourd'hui des implants longs et massifs utilisés pour les tumeurs. Alors ça reste une chirurgie difficile. C'est probablement en train de devenir une affaire de spécialistes, probablement. Il y a de nombreux moyens à disposition, encore faut-il les choisir. Et le plus important reste la planification. Merci beaucoup, Olivier, pour ton expertise. Patrice, des commentaires? Oui, un petit commentaire. D'abord, vous voyez que les orthopédistes sont, comme tout à chacun, confrontés au même problème de couple, et dans lequel domine l'usure, mais c'est une remarque générale. Alors, non, en réalité, je suis comme Olivier passionné par cette chirurgie de reprise, et bien sûr, ça m'appelle quelques commentaires. Vous voyez qu'en termes d'avancée ou d'innovation, il n'y a pas de révolution, même si les tiges se sont un peu allongées, même si on a imaginé mettre des vis, mais surtout là plutôt une innovation dans le concept et dans la réflexion. On dit toujours que les orthopédistes finalement ont des petits cerveaux et réfléchissent pas beaucoup. Il y a eu au contraire sur ces problèmes de reprise, dans les échecs de prothèse totale de hanche, un énorme travail pour permettre de mieux analyser la situation. Et une analyse très simple qui repose d'ailleurs sur des examens, comme l'a dit Olivier, assez standards. La radiographie de face, de profil, mais de bonne qualité, un fémur en entier de face et de profil pour mettre en évidence ces déformations. Le scanner n'est pas forcément indispensable. Eh bien donc a permis de préciser quand même les indications, de définir une meilleure stratégie opératoire et donc d'améliorer largement finalement les résultats de cette chirurgie de reprise qui est une chirurgie extrêmement difficile. Alors si nos maîtres ont accompagné le développement de la chirurgie de première intention de la prothèse totale de hanche, en réalité nous qui sommes pratiquement la seconde génération, même si je suis un petit peu plus vieux que François ou qu'Olivier, nous on a grandi avec le développement de cette chirurgie de reprise et j'ai en particulier à Amiens accompagné Pierre Vivès dans le développement d'abord de cette voie transfémorale qui était probablement utilisée avant par Claude Vielpeau pour les prothèses de hanche infectées, et puis le développement de cette tige verrouillée qui, au départ, était un petit peu une idée comme ça, mais largement décriée, et puis qui se sont imposées progressivement comme une solution de recours, bien sûr, dans des situations ultimes, et d'ailleurs, notre première prothèse s'appelait la prothèse ultime. Alors, je crois que maintenant, on peut faire face à toutes les situations. C'est-à-dire que bon nombre de reprises sont des reprises simples, on va pouvoir remettre une prothèse de première intention. On sait retirer les tiges, quelles qu'elles soient. On a des reprises un petit peu plus compliquées, on va devoir allonger les tiges. Et puis, on a des situations apocalyptiques, Olivier vous en a montré quelques-unes, on va
pouvoir se sortir d'affaire dans des situations où auparavant nous aurions été, il y a 20 ans, dans une situation d'impasse. On ouvre le fémur et finalement on voit qu'en ouvrant le fémur, c'est comme pour les fractures, plus on fait de traits, plus ça consolide et on arrive à reconstruire des choses qui sont tout à fait intéressantes. Un des problèmes, quand même, de cette chirurgie de reprise, c'est le problème, d'une part, de la mise en place de la prothèse. Olivier vous a montré quelques prothèses quand même extraordinaires, des prothèses qui étaient au travers du fémur, qui sont de travers. Bon, c'est rare, mais ça existe. Alors, on en rejoint le premier commentaire sur les effets seuil pour le resurfaçage. On peut se demander quand même, en France, en 2014, si on devrait quand même pas avoir un petit peu plus de vigilance sur un certain nombre de nos collègues pour la chirurgie de première intention. Vous savez peut-être que, outre-Manche, surtout en Écosse, eh bien, il y a un registre qui est accessible au public avec les données en temps réel, quand même, des résultats des chirurgiens orthopédistes. Voilà, ils ont posé tant de prothèses, et les prothèses, sur cette année, ils ont eu tant de complications, les luxations, les infections, les ruptures, les machins, les trucs. C'est quand même un effet de transparence et de vérité pour la population. Le deuxième problème, alors là, qui est un problème de santé publique, c'est que ces situations apocalyptiques, ça arrive progressivement. Et en réalité, arriver à ces situations difficiles de reprise qui vont nous obliger à des voies transfémorales et des grandes prothèses, ce sont des malades qui se sont progressivement dégradés sans avoir de surveillance. Ou, pis encore, en ayant une surveillance inopérante. On l'a tous. C'est-à-dire des radiographies successives où le compte-rendu radiologique sera prothèse en place, implant en place, image à confronter aux radiographies antérieures. Et lorsque le patient arrive 5 ans ou 6 ans plus tard, parce que vraiment il ne peut plus consulter l'orthopédiste, on s'aperçoit que le décèlement évolue depuis 6 ans, on est sur des dégâts colossaux. Et donc il y a un problème et un enjeu de santé publique. La véritable innovation, la véritable révolution de l'orthopédie pour cette chirurgie, ça serait de ne plus voir ces stades de dégâts très importants par une surveillance régulière. Et nos sociétés savantes ont bien dit qu'il fallait surveiller quasiment tous les 2 ans. Et surveiller, ce n'est pas confié au radiologue, parce que le radiologue ne s'intéresse plus au radiostandard, le radiologue ne s'intéresse pas aux implants d'orthopédie. Il faut qu'il puisse y avoir un regard. Je ne sais pas comment faire. Nous ne sommes pas assez nombreux pour revoir les 140 000 prothèses de hanche posées par an tous les 2 ans. On ne peut pas faire face. J'avais, moi, dans le service, essayé d'imaginer avec les infirmières cliniciennes de faire un transfert de tâches. Ça ne les intéresse pas. Et donc, c'est très compliqué, mais c'est un enjeu auquel il faudra réfléchir parce qu'il y a un coût qu'on pourrait réduire sur cette chirurgie de reprise par une meilleure surveillance des patients opérés de prothèse totale. Merci beaucoup pour ce commentaire très avisé. La salle a-t-elle une question? Oui. À moins que ça m'ait échappé, mais vous avez très peu parlé du matériel, de la qualité du matériel. Je pense aux prothèses de Johnson & Johnson, qui ont été une catastrophe, et on s'est rendu compte de ça sur les grands nombres. J'ai peu parlé du matériel parce que le propos c'était d'essayer de voir si les reprises représentaient encore un challenge en 2014. Il est évident que chaque prothèse peut poser des grosses problématiques en termes de matériel, et heureusement l'expérience nous apprend, en tout cas apprend à nos fabricants à éviter progressivement les catastrophes. Alors en termes de reprise, il n'y a pas tellement d'innovation en termes de matériel, il y a surtout une innovation sur la réflexion et la bonne utilisation qu'on pourrait faire des nombreux matériaux et matériels dont on a à disposition. Pardonnez-moi, Jean-Louis Ribardière, je vais vous poser une question parfaitement stupide, puisque je ne suis pas orthopédiste, je suis viscéral. C'est une question de principe. J'ai été très impressionné par le fait que vous avez en résultat parfois des fémurs qui sont complètement détruits, qui ne reposent que de façon physique que sur le genou avec un fragment de métal et avec l'acétabulum également avec un fragment de métal. Alors ma question est la suivante. J'ai vu faire par notre ami Le Quang, que je connaissais très très bien autrefois, des reconstructions complètes de jambes, en particulier de tibia qui n'étaient plus du tout fonctionnels, à l'aide d'un péroné controlatéral. Et c'est très impressionnant parce qu'au bout d'un an, le péroné avait repris la taille d'un tibia. Est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est complètement idiot ce que je vous demande, mais la possibilité d'aider la reconstruction d'un vrai fémur en transplantant, en plus de votre prothèse, un morceau de péroné? C'est une très bonne question, une très bonne idée. C'est utilisé pour toute la reconstruction en ce qui concerne la traumatologie.
Le problème supplémentaire, c'est que pour la reconstruction, là, on a des prothèses. Donc forcément, on a un implant qui remplit le canal endomédulaire, ce qui pose des problèmes en termes de reconstruction. La deuxième chose, c'est que souvent, quand on rencontre ces problèmes de décèlement, bon, je vous ai montré quelques exemples qu'on ne devrait plus voir en 2014, mais qui existent encore. On s'adresse à des patients, c'est un petit peu la course contre la montre. On a des patients qui ne marchent plus éventuellement depuis quelques mois, qui ont des douleurs importantes. Or, toute reconstruction, quelquefois ambitieuse, bien entendu, entraînerait une impotence fonctionnelle pendant encore quelques mois. Donc on est obligé de faire des compromis sur des tas de situations, mais il est vrai que du point de vue de la reconstruction osseuse spontanée, les quelques exemples que je vous ai montrés, il y a bien entendu des limites, mais on sait que sur ces fémurs très détruits, etc., apporter de l'os, que ça soit de l'allogreffe ou de l'autogreffe ou des greffons vascularisés, quelquefois ça permettrait de restaurer le stock osseux, mais ça dépend vraiment, c'est multifactoriel et on n'est jamais sûr de gagner par rapport à ça. Oui, je voudrais vous poser une question concernant la technique d'Exeter que je trouve assez peu adaptée, parce qu'en définitive, on met des allogreffes non vascularisés, des petits fragments, qui sont mis dans du ciment, et après, vous avez dit vous-même que dans un certain nombre de cas, ça descend et ça s'impacte. Ça veut dire que la prothèse est décellée et que les greffons ne sont pas intégrés. Donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser de façon régulière. D'autre part, j'étais étonné par le nombre de cerclages que vous mettez autour du fémur. À chaque fois qu'on met un cerclage, on détruit la vascularisation périostée. Si vous en avez des dizaines sur tout le fémur, eh bien, expérimentalement, vous avez détruit la totalité de la vascularisation périostée fémorale. Non, parce qu'on peut mettre en place des cerclages en étant respectueux de la vascularisation. Si. Et les cerclages qu'on utilise, on utilise le minimum de cerclage en fonction de la situation dans laquelle on se représente. On se présente, mais quand on a un fémur qui est détruit sur 15-20 cm, on a le choix, il nous faut un moyen d'ostéosynthèse complémentaire à la prothèse. Allogreffe massive, mais vous venez de dire que l'allogreffe, c'était pas obligatoirement une bonne solution. Oui, mais l'allogreffe massive, c'est pas toujours très facile non plus, et l'allogreffe massive nécessite quelquefois de la reconstruction du fémur natif avec des cerclages, et ça ne pose pas de problème particulier, me semble-t-il. Juste une réponse complémentaire, si je peux me permettre, c'est que, en tout cas sur les cerclages dans les volets trochantériens, dans les voies trans-trochantériennes, il faut laisser absolument tout le vaste latéral inséré, et la vascularisation est amenée par les fibres musculaires qui s'insèrent largement sur le volet, et le passage du cercle ne désinsère le vaste que sur la largeur du passe-fil, c'est-à-dire à même pas 1 centimètre. Donc on a un maximum d'insertion musculaire qui assure la vascularisation du volet, c'était montré par un certain nombre d'études. Ma question, elle vient avant le décèlement. Le décèlement visible. Existe-t-il des travaux qui permettent de faire ce diagnostic de décèlement avant qu'on le voit sur des troubles infimes de la marche que l'on ne peut pas déceler cliniquement, sans jeu de mots, et qui permettrait de dire, voilà, cette prothèse, on l'a mise, elle marchait tout à fait correctement, et il se produit quelque chose que vous ne pouvez pas voir sur le plan, sur le plan clinique, mais qu'on peut déceler par un examen de laboratoire précis de la marche. Je dis ça pourquoi? Parce que quand un enfant présente à peine de kyste, un micro-kyste dans la région fémorale, le diagnostic se fait par un changement de la marche. Oui, votre question est tout à fait intéressante sur l'angle de la chirurgie pédiatrique. Le problème est déjà de savoir, le problème est de savoir, le fait de mettre une prothèse totale de hanche
altère déjà de façon significative la marge dans bien des cas, parce qu'on va changer un certain nombre de paramètres, on va modifier un petit peu la rotation, l'antéversion de l'épiphyse fémorale, donc c'est très très difficile. Mais encore une fois, je voudrais insister, si au moins on voyait ces malades dès qu'ils ont mal et dès qu'ils ont une radio standard, avec un début, on les verrait déjà suffisamment à une période précoce pour avoir une reprise simple, très très simple. Juste une courte question. Quelle est la durée d'immobilisation? Parce que je me pose la question en tant que patient possible. On n'a pas eu de follow-up, donc on ne sait pas combien de temps le malade est immobilisé, combien de temps il va mettre pour remarcher. Voilà. Vous parlez du post-opératoire? Absolument. Bon. Alors sur les reprises standards, c'est des suites opératoires standards de prothèses, c'est-à-dire remise en charge immédiate. Pour toutes les reconstructions un petit peu plus importantes, on autorise, même s'il y a des reconstructions par allogreffe, etc., on autorise les patients à reprendre un appui immédiat. On peut leur demander de soulager pendant quelques semaines avec 2 cannes, mais ce sont des patients qui sont autorisés à être verticalisés immédiatement en post-opératoire. Par contre, plus la voie d'abord est extensive, plus il y a nécessité de réaliser un volet fémoral ou des abords complémentaires, plus le temps de récupération musculaire sera long. C'est-à-dire que pour récupérer une marche parfaite, sans boiterie, etc., sur quelques voies d'abord très extensives, il va falloir compter un temps de récupération d'au moins 1 an du point de vue musculaire. 1 an du point de vue musculaire, ça veut dire que durant cette période, les patients déambulent. Je pense qu'il faut qu'on conclue cette communication. Merci beaucoup à tous deux pour cette présentation et ces commentaires.